pour le jour 11. Tous les cadeaux ne sont pas agréables. On va faire un peu de criminalistique. On va faire de l'analyse forensique de mémoire. Alors, les lutins du centre du Père Noël, du SSOC, travaillent d'arrache-pied pour vérifier les tableaux de bord de surveillance lorsque Lev McDave, l'un des employés de l'atelier, frappe à la porte. Elle dit: je viens de cliquer sur quelque chose et maintenant mon poste de travail se comporte de façon bizarre. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Donc Max Kiddy s'en charge et Max Blue va essayer également d'enquêter sur le poste de travail. Alors, en descendant vers l'atelier, il y voit un invité de commande exécutant du code. Ah, ça, déjà, c'est pas bon. Donc on va créer immédiatement un vidage mémoire du poste de travail et placer ce vidage sur une clé USB fournie par l'employé en retournant au SOC pour une analyse plus approfondie. Alors, on met notre petite clé USB qui n'est pas vérolée naturellement, qui est nettoyée et on va faire le nécessaire. Et c'est pareil en forensique, un petit rappel, parce que des fois, surtout quand on fait les choses vite, on a tendance à faire des bêtises. Comment vous expliquer? Une clé USB, vous avez utilisé tout le temps des clés USB avec un switch manuel, un switch physique sur la clé. Pourquoi? Pour la bloquer en lecture, écriture. Lecture, pas de problème. Écriture, si jamais tu la bloques en écriture, on pourra pas écrire dessus. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas une simple clé USB. Là, je suis en train de développer parce que Try Hack Me est en train de vous induire en erreur et vous allez faire des boulettes. D'accord? Quand tu mets une clé USB sur un ordinateur infecté, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Bah, tu veux opérer dessus. D'accord? Sur ta clé USB, ok. Il y a tous tes programmes qui vont me faire du DFIR, du Digital Forensic Incident Response, de la réponse à l'incident. Mais par contre, si la machine est verrouillée, qu'est-ce qui te prouve que le virus qui est sur la machine va pas quoi? Va pas verrouiller à son tour ta clé USB, ton disque dur. Peu importe le support amovible que tu utilises. D'accord? Donc, privilégiez tout le temps des clés USB avec des switches qui vous permettent, vous savez, vous avez une petite languette là sur le côté ou dessus, qui vous permettent de bloquer l'écriture sur la clé. D'accord? C'est ce type de clé qu'il nous faut. D'accord? Parce que on n'a pas envie que, on puisse écrire sur ma clé. Par contre, moi, à partir de la clé, j'ai envie de pomper pas mal de logiciels qui vont me permettre, notamment Volatility, notamment FTK, de faire du forensique. Alors, c'est quoi l'analyse forensique? L'analyse forensique, je vous avais fait des vidéos sur l'analyse médico-légale. L'analyse médico-légale informatique, bien sûr. On va pas commencer à travailler sur des cadavres, ça se saurait. Donc, on va analyser tous les artefacts. Les artefacts, c'est tout simplement les traces de compromission, les indices de compromission, les IOC entre autres, mais il n'y a pas que ça, qui ont été laissés par une partie malveillante, par une partie attaquante, d'accord? Alors, on a plein d'endroits pour aller chercher sur un ordinateur, vous savez, dans le système d'exploitation au plus profond, les fichiers système, les DLL, les clés de registre, le registre, bref, on va pas tout citer, mais le plus important encore, et on n'y pense pas souvent, c'est parce qu'on se dit, bah, c'est mon ordinateur. Mais non, en fait, qu'est-ce qui est étroitement lié au fonctionnement de ton ordinateur et de ton système d'exploitation? C'est tout simplement la RAM. Dans la RAM, tu le sais pas, on va pouvoir récupérer mot de passe. En clair, on va pouvoir récupérer tout ce que tu as fait ces dernières heures sur ton ordinateur. Donc c'est vraiment très puissant et il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer en effet via la RAM. Donc pour rappel, vous avez de la mémoire volatile utilisée lorsque l'ordinateur est sous tension et les ordinateurs utilisent des périphériques de stockage dédiés via la RAM pour se souvenir ce qui est effectué sur l'ordinateur à ce moment-là. D'accord? Donc la RAM, elle est extrêmement rapide, elle constitue la méthode préférée pour stocker et accéder aux données, mais elle est volatile. Volatile, c'est-à-dire que si tu coupes le courant, il n'y a plus un flux d'électrons qui permettent la rétention. La rétention en informatique, c'est le stockage. Ça me permet d'accéder aux données et de les garder sur le temps. Encore une fois, tu le sais, un disque dur, tu peux le laisser débrancher pendant 10 ans, tu vas récupérer tes données. Un SSD, tu le débranches de ton ordinateur, tu le gardes 10 ans dans un placard et tu récupères tes données, tu vas voir que tu vas avoir tout simplement des données qui sont corrompues. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est volatile. D'accord? Alors, c'est encore une fois, c'est des puces de mémoire. C'est pas les mêmes puces de mémoire qu'on a dans la RAM. Et la RAM, c'est pareil, quoi. La RAM, à chaque fois que tu redémarres ton ordinateur, il y a une réinitialisation de la RAM. Elle se vide. On flush la RAM et on coupe l'ordinateur. Il redémarre. Et là, en fait, la RAM se vide automatiquement puisqu'elle n'est pas, pendant quelques nanosecondes, alimentée.
D'accord? Et puis après, on réécrit des zéros et on repart. Donc tu peux aussi flusher ta RAM via différents programmes. J'ai vu que Microsoft dernièrement avait sorti un programme justement pour faire un vidage mémoire. D'accord? Tu peux vider ça, comme tu peux vider ton page file quand tu redémarres l'ordinateur. Ça, tu peux le faire pendant l'utilisation de ton ordinateur si jamais tu as trop de programmes qui viennent empiéter et qui commencent à bouffer du swap. D'accord? Et puis pensez à le faire aussi de temps en temps parce que je vous dis, tout ce que vous tapez sur votre clavier, tous les mots de passe que vous rentrez en fait, eh ben il peut subsister des artefacts dans votre RAM. D'accord? Donc de temps en temps, je sais pas, toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, si votre PC est constamment allumé, je vous conseille de vider la mémoire. D'accord? Soit via Quick CPU, vous avez une commande en PowerShell ou vous pouvez le faire avec Previsor. D'accord? Vous allez sur le C et dans Previsor, vous allez voir, il y a une option mémoire qui va faire du zéro blanking, comme on l'appelle, c'est-à-dire remplacer en fait toutes les données par des zéros en mémoire. Du zeroing, mais pour la RAM. D'accord? Donc on pense pas à la RAM. On se dit pas, ah bah non, putain, il a accédé à mon ordinateur, il a plein de secrets sur moi, il a volé mes mots de passe. Mais on n'a même pas besoin de ton disque dur en fait. On va aller dans la RAM et dans la RAM, il y a déjà des mots de passe. C'est comme ça que j'arrive à voler des clés de chiffrement BitLocker pour contourner les protections. Alors, ça c'est mon petit grain de sel, continuons. Donc, pareil, cependant, elle est limitée par rapport aux périphériques de stockage tels que les disques durs. Ce type de données est volatile, comme je vous le disais, car il sera supprimé lorsque l'ordinateur est éteint. La RAM stocke des données telles que votre presse-papier ou des fichiers non enregistrés. D'accord? Donc tu vois bien que si déjà tu copies-colles un mot de passe, eh ben il y a un artefact en mémoire. D'accord? Tu utilises ton presse-papier tous les jours. Et c'est quoi le presse-papier? C'est pas que l'application presse-papier, toi, dans Windows, que tu connais. Le presse-papier, c'est un buffering. C'est une mémoire tampon et tu l'utilises tout le temps. À chaque fois que tu fais un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller, un copier-déposer, un copier-couper, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu utilises le presse-papier, en fait. D'accord? Donc, à chaque fois, tous les CTRL-C, tous les CTRL-V, eh ben, il reste des traces dans ton ordinateur, dans la RAM. D'accord? On va faire très simple. C'est toujours plus compliqué. Surtout quand on parle d'analyse forensique, de criminalistique. Je vous ai dit que c'est une discipline réservée aux meilleurs. Alors, pour analyser la mémoire d'un ordinateur, pour voir quelles applications, processus, quelles connexions au réseau ont été établies et quelles informations utiles on peut venir récupérer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je te donne un exemple, tu as des machines virtuelles, VirtualBox ou VMware, on peut récupérer un fichier qui s'appelle vmem, comme Virtual Memory, il y a d'autres extensions, et on va pouvoir charger ça avec Volatility et je vais pouvoir carrément voler tes mots de passe dans la mémoire. On va pouvoir dumper LSAS et dans LSAS, tu sais, c'est la base chiffrée Microsoft avec tes mots de passe. Donc c'est très sensible. On va avoir les connexions au réseau et tout ça. Donc ça, c'est encore une fois, je te donne l'œil d'un attaquant, mais la vision, nous, en bleu, c'est que ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant que la machine ou pendant ou après, puisqu'il y a ce principe de temporalité. Quand on fait du DFIR, on veut essayer de comprendre les derniers événements. En fait, qu'est-ce qui s'est passé et recontextualiser et comprendre, en fait, là c'est cassé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est déroulé pour que l'ordinateur soit infecté par un logiciel malveillant. Alors, on va parler cuisine, c'est pas CyberChef, mais vous stockez normalement tous vos aliments dans un réfrigérateur. Un disque dur, c'est ce réfrigérateur. Lorsque vous cuisinez, vous stockez les ingrédients sur le comptoir de votre cuisine, peu importe, votre planche de travail, afin de pouvoir y accéder rapidement. Mais le comptoir de la cuisine, enfin la RAM, en gros, est beaucoup plus petit que votre réfrigérateur. D'accord? Disque dur. D'accord? Par contre, tu vois que le disque dur, à chaque fois que tu dois aller récupérer des aliments pour pouvoir les cuisiner, il faut que tu ailles à ton réfrigérateur. Tu prends des pommes, hop, tu repars. Tu retournes dans tu fais l'aller-retour encore une fois avec ton frigo, tu récupères du jambon, etc. Une bouteille d'eau, etc., etc. Je te donne des exemples très cons. D'accord? Par contre, tout ce que tu as disposé sur ton plan de travail, tu y as accès tout de suite. Tu vois? T'as tes pommes, t'as le lait que t'es allé récupérer ou la bouteille d'eau, ta viande, peu importe. D'accord? Tu peux commencer à cuisiner. Alors, pourquoi la mémoire forensique, enfin l'analyse forensique de la mémoire est-elle utile? Alors, la criminalistique de la mémoire, alors on parle de memory forensic en anglais, d'accord? Analyse criminalistique, analyse forensique de la mémoire. Je vais parler en bon français. C'est important lors d'une enquête, d'une investigation d'un ordinateur.
un vidage mémoire, c'est ce qu'on appelle un dump mémoire aussi. C'est une capture complète de ce qui se passait sur l'ordinateur à ce moment-là. D'accord? Donc c'est vraiment un instantané, un snapshot qui va permettre notamment de récupérer connexion réseau ou des choses qui se lançaient en arrière-plan. D'accord? Donc la plupart du temps, un code malveillant, il va tenter de se cacher de l'utilisateur. Mais il peut pas se cacher de la mémoire. Pourquoi? Parce que de toute façon, que le malware soit quoi? Soit présent sur le disque, on disk ou on memory, c'est-à-dire qu'il va faire du fileless, il va se charger directement en mémoire. Autant je peux être beaucoup plus furtif quand j'attaque et je fais du fileless, je charge tout de suite mon malware en mémoire dans l'ordinateur plutôt que laisser des artefacts sur le disque dur. Autant si tu me retires la mémoire, je peux plus rien faire. Donc tu comprends bien que le disque dur, on peut s'en passer pour lancer une cyberattaque. Par contre, je peux pas me passer de la RAM. D'accord? Et heureusement, parce que quand il va falloir analyser, c'est tout ce qui nous reste si, quoi, le hacker a effacé toutes ses traces. Autant il pourra effacer ses traces, quoi, sur le disque dur, dans le système de fichiers, autant dans mémoire, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. D'accord? Donc, utiliser cette capture de mémoire pour une analyse ultérieure, ça va nous permettre justement d'avoir cet instantané et éventuellement, si la mémoire de l'ordinateur finit par être perdue, entre guillemets, imaginons qu'on éteint l'ordinateur pour empêcher le logiciel malveillant de se propager, on aura toujours cet artefact qu'on pourra garder. D'accord? Donc, en analyse forensique, quand on parle d'artefacts, il y a deux choses. Il y a des artefacts, c'est les preuves qu'ont laissé les malfrats sur un ordinateur, d'accord? Et un artefact, c'est également une pièce, un composant d'un ordinateur, d'accord? Qui va nous permettre lors de notre enquête. Alors, en analysant la mémoire, on va découvrir exactement ce que faisait le malware, d'accord? Et puis surtout, qui y contactait, quel serveur de command and control, etc., etc., etc. Alors, on va parler un peu processus. Donc, pour faire simple, un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Vous en avez partout. D'accord? Tu peux aller dans ton gestionnaire de tâches, le Task Manager, et tu vois des processus. Ils sont créés lors de l'exécution d'une instance, par exemple du bloc-notes. Tu lances bloc-notes, qu'est-ce qui se passe? Il y a notepad.exe qui se lance. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notepad.exe, est en train de gérer secretfile.txt. D'accord. Il est important de savoir également que le fait de pouvoir déterminer quel processus était en cours d'exécution sur l'ordinateur va nous indiquer quelles applications étaient en cours d'exécution au moment de la capture. C'est aussi simple que ça. Et si je dois revenir à quoi? À mon processus, il n'est pas rare d'avoir quoi? Je t'en parlais dans mes vidéos sur le blue teaming. Tu as un processus parent et tu peux avoir des processus enfants. D'accord? Donc je te redonne un exemple. Mon notepad, il peut y avoir 3 instances du bloc-notes qui vont créer 3 processus eux-mêmes. D'accord? Ou il y a un processus parent qui va créer un processus enfant. Alors, le gestionnaire de tâches, ça permet d'afficher et gérer les processus en cours d'exécution sur la machine. Ensuite, on a 2 types de processus. On va résumer. Et là, comment dire? On a, on va dire, entre guillemets, la partie bas niveau dans le kernel space et l'autre dans le userland, le user space. En tout cas, vous n'interagissez pas avec certains, vous interagissez tous les jours avec d'autres. Le premier, c'est le processus utilisateur. Ça, vous les connaissez tous. En fait, c'est vos applications. Pourquoi c'est dans le userland? Parce que tu as tes programmes. Tes programmes, ils sont lancés par l'utilisateur. Tu connais les éditeurs de texte, les navigateurs web, tes jeux vidéo, tes applications. Bref. D'accord? Donc, blocknote.exe ou notepad.exe, oui, c'est l'éditeur de texte lancé par l'utilisateur qui est présent et préinstallé sur Windows. Pas de problème. Ensuite, tu as tous les processus d'arrière-plan qui vont se lancer via des services, qui vont se lancer, qui sont gérés par le système d'exploitation, parfois par le noyau, qui se font en haut ou parfois en très bas niveau d'abstraction. Donc ces processus, ils sont automatiquement lancés, gérés par le système et ils sont essentiels au bon comportement du système d'exploitation. Je t'avais montré que si tu essayes de tuer, de shooter certains processus, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas redémarrer ton ordinateur. Windows va pas cracher. À l'époque, il crachait lamentablement. Tu avais un blue screen of death, un écran bleu de la mort. Maintenant, il te dit, écoute, Windows subit une instabilité, je vais redémarrer dans 30 secondes. D'accord? Donc, je peux te donner un autre exemple. On a des wm.exe.
Ça, c'est quoi? Bah, c'est un des processus qui est responsable de l'affichage des fenêtres et des applications sur l'ordinateur. Tu connais également Explorer.exe, qui agit également sur l'affichage des fenêtres, la GUI. Ensuite, on va parler de volatility, littéralement volatilité. D'accord? Jeu de mots, puisque la mémoire est de facto volatile. Donc c'est une boîte à outils criminalistique hein, en open source Python. Je vous l'avais déjà présenté, j'avais fait 2 vidéos pour vous montrer comment installer les 2 versions de Volatility. On a la 2 et la 3 et je vous avais dit que la meilleure c'est pas la 3, c'est la 2 hein, puisque c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure mayonnaise. Marmelade confiture, je sais plus. Donc la volatilité, ça va vous permettre, donc volatility, plus sérieusement, ça va vous permettre d'analyser le vidage mémoire des appareils Windows, Linux, macOS, et pas que même. Et c'est un outil extrêmement populaire pour nous quand on fait de l'analyse forensique. Alors, on va pouvoir répertorier les processus en cours d'exécution sur l'appareil au moment de la capture. On va répertorier les réseaux actifs et enfin les connexions au réseau pardon actives ou fermées, utiliser des règles Yara pour rechercher des indicateurs de logiciels malveillants, Yara, Sigma même, récupérer des mots de passe hachés, le contenu du presse-papier, le contenu de l'invité de commande, et bien plus encore. D'accord? Donc je vous avais fait tout plein de vidéos, hein, on avait fait des CTF et tout ça, on continuera plus tard. Là, on va revoir les bases. Ne pensez pas que avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ou si vous avez déjà fait cette partie du CTF, vous connaissez Volatility. Volatility est extrêmement complexe, d'accord? Mais c'est un des meilleurs outils au monde, tout simplement. Alors, il va falloir qu'on utilise donc l'interpréteur Python 3, hein, puis vu que c'est du Python 3. Pareil, hein, soyez patient, ça peut prendre très longtemps. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Hein. Dumper des mémoires, des disques durs et tout ça, c'est des heures. Des heures, ça va prendre des heures. C'est pour ça qu'il faut des gens bien patients, motivés. Alors, je vous avais déjà parlé de Volatility, on va l'introduire, je vous redirigerai vers mes vidéos, mais grosso modo, c'est une boîte qui va nous permettre de faire de l'analyse forensique en Python. Volatility, ça permet d'analyser la mémoire hein, sur les appareils Windows, Linux, macOS, extrêmement populaire, très très bon outil. Alors, on va pouvoir répertorier tous les processus en cours d'exécution sur l'appareil, hein, au moment de la capture. On va voir ça. Yes. On va aller dans Volatility, on doit avoir un volpi. Ouais, il est là. Vol.py, parfait. Donc ça va scanner. Et pendant ce temps, donc on va voir, ça permet donc de voir tous les processus. On va voir ça en cours d'exécution. Répertorier tous les réseaux actifs et fermés. Hein. Les règles Yara, peut-être pour rechercher des indicateurs de logiciels malveillants, récupérer des mots de passe hachés, du contenu du presse-papier, contenu de l'invité de commande. Alors, il y a beaucoup d'exigences. Hein. Je vous avais fait 2 vidéos pour installer Volatility 2, Volatility 3. Je vous les mettrai en description de la vidéo, en commentaire également. Le but, c'est d'installer les dépendances. C'est le plus compliqué. Il y a énormément de dépendances. Là, on a de la chance, il est préinstallé. Alors, c'est plus facile d'installer Volatility 3 que Volatility 2. Eux vous disent qu'il est obsolète, mais dans le métier, honnêtement, les professionnels utilisent Volatility 2 et non pas 3. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de plugins qui ne sont plus qui ne sont plus maintenus et qui ne tournent pas sous Python 3. Donc, on utilise Python 2, et si on utilise Python 2, du coup, c'est Volatility 2. Donc, je le répète, en mise en situation réelle, encore une fois, moi, j'utilise que Volatility 2, jamais Volatility 3, parce qu'il y a plein d'options qu'on ne peut plus faire, et des options, des plugins, vous allez voir, il y en a plein sous Python 3, il y en a encore plus sous Python 2. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, vous avez des plugins également que vous pouvez télécharger hein, sur GitHub, aller chercher des repos pour venir ajouter de nouvelles fonctionnalités. D'accord? Vous l'avez compris. On va voir comment configurer d'ailleurs les plugins custo. On va voir quelques switches qui sont utiles. Alors le premier, le plus simple, hein, c'est volpi-h. Ça va vous donner l'aide associée hein, à l'utilitaire. C'est tout simplement le menu d'aide. Donc, si je dois faire un petit historique hein, pour recontextualiser, aujourd'hui, on va, je vous le disais, utiliser la version 3, la V3. Elle a été initialement publiée en 2020 parce que Volatility 2
commencer à être obsolète, hein, parce que c'est surtout qu'on est passé de quoi? D'un Python 2 vieillissant de 7 à les nouvelles versions de Python 3. Donc il a été porté. Le problème, je vous ai expliqué que malheureusement tous les plugins ne sont pas opérationnels. Ensuite, on a des options, hein, et que vous pouvez définir, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc tu appelles Volpi. Donc là, déjà, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut repérer? On voit que c'est un Windows 10. Comment je sais ça? Il me dit, regarde, version majeure du système 10, d'accord? Mineur 0. Bon, ok. Comment je peux savoir également que c'est un Windows? Mais regarde bien, regarde bien. NT System Root, c'est le point Windows. Aucune hésitation. NT Product Type, New Technologies Product Type, New Technologies Product, Windows New Technologies. Hein, je t'avais expliqué qu'NT, c'était avant. On appelait ça nouvelle technologie dans les années 2000. Mais c'est l'héritage, hein, c'est le legacy de Windows. Donc tu es sûr que c'est ça. Ensuite, tu vois le machine type, tu vois la build, hein, donc ça devrait nous donner des indications. Oui, je te confirme, c'est bien une machine Windows 10. C'est la première réponse à la question qu'on nous pose dans l'exercice. Ensuite, je vais te montrer quelques petites commandes. Donc je te disais vol, pas de problème. F, je mets le nom de mon quoi? De mon fichier. Mais là, tu vas me dire, oui, ok, mais s'il est dans un autre répertoire, il n'y a pas de problème. Tu mets chemin absolu. À la racine, j'ai quoi? J'ai un dossier Toto. Dans le dossier Toto, j'ai, je sais pas, un sous-dossier RAM. Et dans ce dossier RAM, j'ai un dump.mvmem. D'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, ça va aller taper dans Toto à la racine. On a un dossier, sous-dossier RAM. Et on a un fichier dump. Et c'est tout le temps l'extension V même, d'accord? Si c'est un fichier mémoire. Là, on a deux possibilités. On peut dumper un disque dur, faire une image d'un disque dur, et on peut faire une image de la RAM. D'accord? Là, on a fait une image de la RAM. Comment je le sais? Parce que c'est l'extension VMM. Sinon, elle serait différente. D'accord? Ensuite, vous avez le mode verbeux. Hein, ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations. Je vais lui dire mode verbeux et on va commencer notre analyse. Maintenant qu'on sait du Windows, je vais lui dire mode verbeux, mode F, on travaille sur Workstation et maintenant je peux utiliser les plugins. Donc tous les plugins Windows commencent par Windows. Point quelque chose. Alors, on a quoi? On a PS List, hein, ce plugin il répertorie tous les processus en cours d'exécution au moment de la capture. Grosso modo, on va découvrir les processus en cours d'exécution sur le système. Ensuite, on a PS Scan, hein, ça va nous permettre d'avoir un processus spécifique. Généralement, on lui donne un PID pour découvrir, hein, quel processus fait quoi. On peut dump file. Alors dump file, ça va dumper tout. Sinon, je fais un dump file tiré avec le PID et je lui donne le PID. Et bien, je vais extraire que dumper les fichiers qui sont liés au PID, au PID que je vais donner à vol. Sinon, j'extrais tout, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de place. D'accord? Grosso modo, ça nous permet d'exporter et d'analyser plus tard, hein, en plus approfondi, analyse statique ou analyse dynamique. Et puis ensuite, on a le netstat. Donc netstat, vous connaissez, ça répertorie toutes les connexions au réseau au moment de la capture. D'accord? Le but, c'est de comprendre comment les liens étaient établis, hein, quel processus a-t-il amené l'ordinateur à se connecter à un serveur malveillant, et on peut utiliser peut-être l'adresse IP pour mettre en œuvre des mesures défensives sur d'autres appareils. Hein. Si on connaît que cette adresse est malicieuse, on va la ban, d'accord? On va la blacklister. Et puis, ça me permet de corroborer. D'accord? Si je sais que le PC de Janine à la comptabilité s'est fait pirater par quoi? Par un virus qui s'appelle mysterygift.exe et je vois que quoi? Que la machine de Roberta à côté, elle s'est également connectée à cette adresse IP, je peux peut-être me douter que l'appareil est également infecté. On a deux ordinateurs qui sont impliqués, etc., etc. On va essayer de comprendre ce qui se passe, la temporalité au niveau de la CKC, de la Cyber Kill Chain, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cyberattaque, et après trouver les IOC, les indicateurs de compromission. Alors, ça c'est bon, et je vous ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à lancer, par exemple, netstat. Donc, on va voir les connexions réseau. Alors, là, il nous dit qu'il n'y a pas de suitable file. D'accord? Alors, bon, on va commencer simple, on va lui faire un PS list. PS list. Donc là, ça va tout lister.
on va avoir tous les processus. Donc comment ça se passe? On a les processus qui tournaient dans la machine, hein. Je rappelle donc 4, c'est le processus ID, l'identifiant du processus. Système a un PID de 4 et un PPID, un processus parent, un identifiant du processus parent de 0. C'est normal, c'est le premier qui se lance sur la machine. Système, c'est le big boss, hein, c'est le premier truc qui se lance sur votre Windows quand il démarre. Et lui, il n'a pas de processus parent. Pourquoi? Bah parce que personne ne l'a lancé, hein. Il se lance tout seul, il n'y a personne au-dessus de lui, c'est le big boss. Par contre, tu vois que tu as enregistré qu'il y a un PID de quoi? 204, le MSS il a 316, et si je descends, je vois que New Compression il a 1256. Pourquoi je te parle de cela? Parce que si tu regardes leur processus par an, au niveau de l'identifiant, tu vois que c'est le 4 qui les a lancés. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que c'est système, ok? C'est le processus parent qui a initialisé 3 processus enfants. Le 104, le 316 et le 1256. D'accord? Ce principe de filiation d'héritage, hein, dont je t'avais déjà parlé en blue chimique. D'accord? Ça, c'est vraiment pour comprendre, en fait, hein, l'arborescence, le tree, qui fait quoi? D'accord? Un parent peut lancer un ou plusieurs enfants. Hein, je parle processus enfant. Mais un processus enfant ne peut pas se lancer sans le parent. D'accord? Par contre, il peut y avoir plusieurs parents. D'accord? Il peut y avoir plusieurs parents, il peut y avoir plusieurs processus même qui sont injectés en mémoire. Tu vois que SVC host, il y en a un paquet, hein, je te l'avais déjà expliqué, et ils ont tous un PID différent. Par contre, tu regarderas, c'est tout le temps le 656 qui l'a lancé. Et le 656, c'est service.exe. D'accord? Donc encore une fois, question d'héritage, toi tu es un enfant, tu as 2 parents, et tu t'es pas fait tout seul. Tes parents ont copulé, ils ont fait le bel enfant ou la belle enfant que tu es. D'accord? Mais tu peux pas naître tout seul. D'accord? Il faut un papa, une maman, et qui s'accouple pour que service.exe s'accouple avec je sais pas quoi, pour que... Donc voilà, tu comprends le système. Tu peux pas exister tout seul. D'accord? À moins que tu crois en l'immaculée conception. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, euh, ça, c'est vraiment les bases, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, on a quoi? On a les plages mémoire, on va dire, on va faire très simple, l'offset V, les threads, hein, vous savez que les processus, ils tournent en mémoire, et pour pouvoir tourner en mémoire, le noyau, quoi, il gère des threads, hein. Les threads, c'est tout simplement, en fait, on en a plein de threads, on en a des milliards, hein, je peux te montrer même sur mon ordinateur. On a, je sais pas, 50 000 threads, hein, et des handles. Donc ça, c'est tout ce qui est gestion mémoire, gestion processus. Comment je sais ça? Je vais dans performance sur mon processeur, tu vois que j'ai 72 340 handles et j'ai 2313 threads. Et en fait, mes threads, ils sont quoi? Mais ils sont distribués là. Ils sont distribués parmi tous mes processus, hein. Ils ont chacun un PID. Tu vois, donc en fait, je suis en train de quoi? Via Volatility, je suis en train de, pareil, hein, de faire de la reco comme si j'étais en fait ni plus ni moins sur quoi? Sur la machine, dans le gestionnaire de tâches ou dans Processeur Hacker ou dans Procmon pour récupérer tout ça. D'accord? Sauf que là, je pense pas que je puisse modifier. Est-ce que j'ai protection de flux? Je crois pas que je puisse vous monter les threads. Virtualisation, contexte du système d'exploitation, nom du chemin, GDI. Ah si, on a les threads. On a les threads, c'est les handles. Ok? Donc tu vois là, je viens d'ajouter une nouvelle colonne et on se retrouve avec les threads, nos fameux threads et nos fameux handles. Et tu vois qu'il y en a un paquet, tu vois? Et si je les additionne tous, on arrive à combien? Je te dis à 2286. 87, ça varie constamment, hein. Tu vois que le nombre de handles, il n'est pas fixe non plus. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux partir dans le moniteur de ressources et voir une vue naturellement plus détaillée. D'accord? Dans le moniteur de ressources, on va dans le processeur, on va se l'agrandir, s'il veut bien. Voilà. D'accord? Et là, on a les descripteurs associés, on a les services. D'accord? Et je retrouve ce principe de thread, hein. Là, on voit que celui qui utilise le plus de thread, incroyable, c'est système. Incroyable, il a le PID 4. D'accord? Alors, tu vas me dire, mais s'il a 4, c'est quoi? 3, 2, 1. Bonne question. Très très bonne question. En tout cas, tu dois voir que c'est extrêmement sensible, puisque visiblement, Windows te les affiche pas. D'accord? Je te laisserai creuser. En tout cas, le premier qui se lance, c'est le 4. C'est système. D'accord? Ensuite, là, moi, mon SVC host, registry, ainsi de suite.
D'accord? Donc plus le PID est élevé, tu l'as compris, plus le programme s'est lancé après, à la fin même du démarrage de l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est Nvidia Share, là, je suis en train de faire une vidéo avec Nvidia Share. C'est ce qui a été lancé le plus tard, d'accord? Sur ma machine. Et en plus, c'est vrai, ça se lance avant d'autres trucs, mais là, j'ai fait une mise à jour de Nvidia, donc bah oui, il a été spawné en mémoire via un PID, il lui faut un handle et il lui faut un thread. On voit qu'actuellement, il y a 16 threads qui permettent de faire tourner l'enregistrement là de ma vidéo. Je vais vous expliquer. Sur Linux, on a un PID de 1. D'accord? Ça, tu vas le trouver. Par contre, je te dis 4. 4 minimum sur Windows. D'accord? Init, sous Linux, c'est celui qui initialise tout. Il a un PID de 1. D'accord? Nous, par contre, on a autre chose. On a bien plus. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Je te montre un autre truc. Alors, ça va être l'équivalent d'un PS EF sous Linux. Hein. Nous, vous savez, on utilise quoi? Si j'ai mes trucs, oui. Donc, on va se faire un get process, que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pourquoi 4 et pas d'autres. D'accord? Donc, je vais piper, c'est orienté objet. Hein, donc, je trie quoi? Mes objets, hein, puisque tout est objet, et je veux les ID. Alors, c'est du camel case, on est en PowerShell, et on va lui caler, je vais prendre, allez, on va dire les 5 premiers. Select first 5. Ok. On a l'ID 4, on a vu que c'était système. On voit que 0, c'est l'idle. D'accord? Donc, grosso modo, quand il est idling, hein, tu le vois, même dans ton gestionnaire de tâches, l'idle, en fait, hein, c'est grosso modo ton processeur et le système d'exploitation, il fait rien. Hein, quand tu es idle, c'est qu'il est au ralenti, en fait. Donc, c'est plutôt rare, mais il y a un processus qui gère ça, c'est le 0. D'accord? Maintenant, tu vas me dire pourquoi il n'y a pas 1, pourquoi il n'y a pas 2, pourquoi il n'y a pas 3. En fait, c'est comment gère Windows. Les ID, tu vois là, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben en fait, tu peux tous les diviser par 4. Ok? 0 divisé par 4, 0. 4 divisé par 4, 1. 8 divisé par 4, 2. D'accord? 180 divisé par 4, ça nous fait combien ça? 180, c'est 2 fois 90, 2 fois 9, 18. Donc ça fait 45. D'accord? 864 par 4. 864 divisé par 4. Ça fait 216. Tu vois que je peux tous les diviser. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. D'accord? Donc 8 divisé par 4, il n'y a pas de problème, ça fait 2. 4 divisé par 4, bah ça fait 1. Et 180, j'ai dit par 4, ça fait 45. D'accord, pas de problème. Pourquoi? 1 divisé par 4, on est en 0,25. Pas bon, c'est un flottant. D'accord? 2 divisé par 4, pareil, flottant. 3 divisé par 4, flottant. D'accord? 4 divisé par 4, on arrive à 1. Donc, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça que on arrive à ce résultat. Donc, comme je vous disais, tous les PID sont divisibles par 4. Un 4, c'est le premier PID disponible après 0, qui est le processus d'idle. D'accord? Donc, grosso modo, sous Windows, les ID de processus et les threads sont des multiples de 4. Hein, en tant que effet secondaire, en fait, de la réutilisation du code. D'accord? Le même code que les handles du noyau allow est également utilisé pour allouer les idées de processus et les threads. D'accord? Donc, étant donné que les descripteurs du noyau sont un multiple de 4, il en va de même pour les processus et les threads. Notez cependant que les idées de processus ne sont pas réellement des valeurs de descripteurs, hein, comme on les appelle sous Linux les FD, les files descripteurs. Les processus ne sont pas réellement des valeurs de descripteurs utilisables par le processus. Les nombres sont simplement générés, hein, en fait, par un algo. D'accord? Donc voilà. Pourquoi vous avez tout le temps sous Windows, hein, au niveau dès qu'on parle du noyau, puisque le noyau gère nos handles, gère nos threads, et ben on aura des multiples de 4, d'accord? Pourquoi? Parce que pareil, en binaire, on a quoi? On a un entier binaire positif, on a ces 2 bits de poids faible, hein, 0 est toujours divisible par 4, tout comme un nombre décimal qui se termine par 00 est toujours divisible par 100. Donc après, il y a le principe aussi de LSB, Least Significant Bit, d'accord? Et le PID 1, si vous voulez, hein, même si on le dit jamais, c'est le gestionnaire de tâches. D'accord? Le gestionnaire de tâches, il a un PID de 1, si vous voulez. D'accord? Mais on parle de 0,4 très souvent.
mais pour information. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est pareil, en très bas niveau, on a des fichiers H, on a notamment ntdef.h, et ça permet la gestion. Au niveau de Windows, en très bas niveau, on a toujours 2 bits qui sont réservés, qui sont enfouis dans l'entête, dans le PE header, et après on a 2 bits de poids faible d'un handle qui sont ignorés par le système et disponibles, d'accord? Donc ça c'est utilisé par le code de l'application, c'est ce qu'on appelle des bits de balise, d'accord? Et le reste ensuite est stocké dans un numéro de série et un index de table. Donc voilà, je ne vais pas développer, ça c'est vraiment très bas niveau, mais voilà pourquoi on parle de PID et pourquoi on s'intéresse au PID, d'accord? Donc PID, identifiant du processus, identifiant du processus, et PPID, identifiant du processus parent. Allez, reprenons. Je regarde, c'est intéressant. Donc ça, c'est la première commande. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait faire quoi? On peut faire un PS list et on peut faire un PS scan pour découvrir un processus spécifique. D'accord? Donc là, si je regarde bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon œil? À part des processus classiques, d'où avoir une bonne connaissance. Tiens, on retrouve notre Explorer, vous le savez, qui lance beaucoup de choses. Ok, donc là, je vois rien de spécial, je vais relancer ma commande et je vais lui faire, vous l'avez compris, après PS, list PS scan. Alors là, tu vas me dire, mais Saltin, t'es gentil, en fait, ta commande, elle fait exactement la même chose. Peut-être, ça ressemble, ça ressemble furieusement, honnêtement, on va pas se mentir. Mais il y a quoi en plus? Il y a peut-être plus de processus. Il y a peut-être bien plus de processus. Comment je sais ça? Bah moi, il y a des processus, je pouvais pas les voir avant. Tu vois, là, je vois le malware, le fameux mysterygift.exe dont on parlait dans les précédentes vidéos. D'accord? Vous vous rappelez, on a déoffusqué et on avait vu que via le CDN, via le serveur de command and control, on avait des noms de domaine qui distribuaient ce fameux fichier quand on avait fait Mumuse avec Cyberchef. Ok, ça devient intéressant. Donc, tu vois bien que, moi, le 2040, là, quand je fais la première commande, je vois pas, il est où 2040? Tu vois, 2064, mais t'as pas le 2040. Tu peux chercher partout, tu le trouveras pas. D'accord? Donc là, c'est intéressant, on voit qu'on a plus de choses. On voit qu'il y a quelque chose qui est chargé en mémoire, là, via CMD en plus. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? Maintenant qu'on se focalise, est-ce que je peux lui dire... Donc ça, c'est un long. Donc je dois mettre un nom long, PID 2040. Et vous voyez, un Volatility, pour pouvoir fonctionner, il a besoin des plugins et il a besoin de symboles. Si vous n'avez pas les symboles aussi, vous pouvez pas tout simplement faire ces opérations en bas niveau. D'accord? Donc là, je me suis focalisé sur notre ami. On voit qu'il a un PID de 2040 et un PPID de 5888. Donc par corollaire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est le 5888 qui l'a lancé, visiblement. D'accord? On voit qu'il y a 3 threads, file output, on a la création, date de création. Donc déjà, ça devient intéressant. On voit notre offset et on voit le E4C0. E4C0. Donc ça, c'est notre plage. Maintenant, il faudrait que je trouve quoi? Le 5888 pour essayer de comprendre qui l'a lancé. Et on voit que c'est CMD, d'accord? Donc CMD l'a lancé, et si vous voulez aller encore plus loin, qui a lancé CMD? On va voir, il y a peut-être encore des données. Explorer, d'accord? Donc Explorer, quelqu'un a cliqué, visiblement, sur la GUI, et sur le bureau ou dans téléchargement, l'utilisateur de la machine a cliqué, puisque le processus parent, c'est Explorer. Et dans les précédentes vidéos en blue teaming que je vous avais faites, je vous avais dit que, naturellement, dès que c'est Explorer, le processus parent, ça veut dire que c'est l'interface graphique. Donc, c'est l'action de l'utilisateur, où le programme est capable de se lancer tout seul dès qu'il est téléchargé sur le disque, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est la GUI, ça s'est passé par la GUI, et ça s'est lancé, ça a lancé quoi? cmd.exe, et cmd.exe en ligne de commande a lancé le virus qui tourne en mémoire maintenant, qui s'appelle il est où ce salaud? Il est là, My Mystery Gift. D'accord? Donc voilà, on pourrait aller encore plus loin, continuer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Processus parent 4040. Essayons de le rechercher.
4040, il faudrait faire un grep. 4040, 4040, 4040, je le vois pas là. Faudrait continuer. D'accord? Donc bon, voilà, hein, là on fait ça vite fait, c'est un exercice. Mais on commence déjà à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. D'accord? Et c'est user init. D'accord. Bon, voilà. Vous voyez qu'on est en train de remonter tout en haut quasiment. Maintenant, on est plus qu'avec un PPID de 584. Donc voilà. Hein. Remonter, 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 remonter. Et après, vous aurez toute la chaîne de commandement en fait. Hein. Comment ça s'est exécuté? Bah, on a Windows qui s'est initialisé, qui a initialisé le PPID user init. User init à quoi? A poussé explorer.exe, explorer.exe a poussé cmd.exe, etc., etc., etc. D'accord? Vous voyez où je veux en venir. Et là, maintenant, on est quasiment sûr que visiblement, il y a quelqu'un qui a fait une boulette. Et en même temps, c'est la vérité. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de cette vidéo? On a le contexte. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la petite elfette, là, hein, McDave? Hein? Il a dit quoi? Il a dit, je viens de cliquer sur quelque chose et maintenant mon poste de travail se comporte de toutes sortes de façons bizarres. Donc vous voyez, à la fois quand vous faites du DFIR, il va falloir travailler sur des ordinateurs, mais vous devez également penser aux personnes, d'accord? Vous devez récupérer les témoignages des personnes qui ont fait la connerie. D'accord? Mais pas pour les engueuler, pour contextualiser, pour comprendre. Vous faites un vrai travail d'enquête. Donc, dans la vraie vie, vous serez allé voir le salarié et vous allez lui poser des questions précises pour mieux comprendre, hein, et corréler les informations que vous avez récupérées, les artefacts, comme on les appelle, c'est-à-dire toutes les traces qui ont été laissées, hein, les indicateurs de compromission, tout ça, et vous allez dire au salarié qu'est-ce que vous avez fait concrètement. D'accord? Mais vous n'allez pas chercher à l'influencer, lui dire moi j'ai trouvé ça, et dites-moi, c'est la vérité. La première question, vous allez lui dire dites-moi ce que vous avez fait. D'accord? Comme ça, vous prenez sa première version. Après, vous pouvez lui dire bah voilà moi ce que j'ai trouvé. Et vous voyez si ça coïncide. La personne, elle peut vous mentir. D'accord? Elle a peut-être peur de perdre son boulot, etc., etc. Hein, elle peut chercher à vous manipuler, à dire non, moi j'ai jamais cliqué là-dessus. D'accord? Donc là, vous avez toutes les armes. Vous lui dites, bah écoutez, il y a que vous qui étiez logué sur l'ordinateur, c'est Explorer qui a lancé, donc vous avez cliqué. C'est pas, voilà. Ou c'est votre voisin qui a cliqué pendant que vous êtes parti à la pause café, mais dans ce cas-là, il fallait verrouiller votre ordinateur. D'accord? Donc encore une fois, quand il y a des histoires d'insiders qui essayent de se venger contre leur boîte, d'effacer des données, de faire des saloperies, bah il faudra ni faire confiance aux ordinateurs, ni faire confiance à l'être humain. Parce que les gens aussi, ils mentent, d'accord? Et les ordinateurs, on peut les faire mentir, d'accord? Et l'ordinateur, s'il n'est pas très frais, il a des problèmes de mémoire, de corruption, il peut faire semblant de mentir. Hein, c'est juste que les données ont été corrompues. Bon, je m'arrête là, hein, je sors complètement du cadre, comme d'habitude, hein, c'est mon gros défaut. Vous le savez, on continue. Donc là, je vous ai montré ces deux commandes. On a vu la commande netstats, mais elle a l'air un peu dans les choux. En tout cas, il n'y a pas de trace réseau. Pardon. Donc là, vous voyez, quand vous faites une faute, il vous montre tous les plugins, hein, auxquels vous avez le droit. Donc vous voyez, on peut faire du Yarascan, on va utiliser Dumpfile. Alors vous voyez, tout ce qui est Mac, vous l'avez compris, si ça commence par Mac, c'est un module Mac. Si ça commence par Linux, c'est un module Linux. Si ça commence par Windows, c'est du Windows. Aussi simple que ça. D'accord? Donc vous pouvez faire taper n'importe quoi pour avoir en fait l'ensemble des plugins. Hein, je l'ai pas fait exprès, vous l'avez compris. Mais c'est toujours bon à savoir. Donc là, je vais rescanner la mémoire, on va voir s'il n'y a pas d'indicateur, hein, au niveau du réseau. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc là, ils ont fait en sorte que, voilà, apparemment, je pense pas qu'on va répondre à des questions sur le réseau. Alors, je vais redescendre, je vais voir les questions qu'on nous pose, je vais vous aider à y répondre si jamais vous êtes
bloqué. Alors, quelle est la version de Windows? On l'a vu au tout début, je t'ai dit que c'était la version majeure 10. Quel est le nom du binaire qu'a laissé le Père Noël, enfin le méchant Père Noël? On l'a vu, c'est mysterygift.exe. Alors, quel est le PID? Ça, c'est intéressant. On l'a vu aussi, c'est le premier truc, hein. C'est comme ça que j'ai fait un PS scan. On a vu que c'était le 2040. Hein. Il est où mon 2040? 2040, d'accord? Alors, maintenant, on va vider le contenu. Alors, on peut dumper tout. Hein. Je peux faire un dump file sur tout. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est notre PID. Hein. On va pas perdre du temps. Donc, vous pouvez, c'est bon à savoir. Des fois, on a envie de tout dumper pour les grosses enquêtes, hein, pour s'intéresser et voir s'il n'y a pas d'autres fichiers qui ont été modifiés, hein, éventuellement. Mais généralement, on s'intéresse aux AUI aussi, hein, aux indicateurs de compromission. Donc là, je vais lui dire quoi? Dump files, mais pas tout. Je vais lui mettre mon PID. Mon PID est 2040. Pourquoi il n'est pas content? Donc, dump files, le PID de 2040. On repart. Donc là, ça va extraire tous les fichiers qui sont liés, hein, au malware et éventuellement qui ont été modifiés. Et là, on voit que voilà, on a des fichiers très critiques, kernel 32, DLL, NSSOC, le kernel base, ADV-API, NSI, NTDL. Pareil, si vous êtes familier avec Windows, vous savez que c'est des DLL très très sensibles, des cryptes, hein, qui permettent de faire du chiffrement, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, si on compte, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. D'accord? Donc voilà, ça clôture notre vidéo. Hein. Vous avez maintenant toutes les réponses. Si jamais vous êtes bloqué, je vous redirige vers les vidéos que j'avais déjà faites où je vous ai expliqué ça plus en détail, où on faisait également de l'analyse forensique. Hein. Vous avez ma playlist analyse forensique où je vous explique Volatility. Je vous mettrai les vidéos d'installation de Volatility 1, 2 et 3, hein, parce que c'est super chiant à installer si vous voulez l'installer sur votre Linux. N'utilisez pas Windows, hein, je répète, quand on fait de l'analyse forensique, on ne fait pas de l'analyse forensique sur Windows, à moins d'avoir des logiciels pas en open source, en closed source, propriétaires, de grosses boîtes qui coûtent des milliards de dollars. Mais comme je suppute que vous ne faites pas partie ni de services de renseignement, ni de police, ni de gendarmerie, ni vous ne travaillez à la police scientifique, quand vous ferez de l'analyse forensique, les professionnels utilisent que Linux. D'accord? Que ça soit bien clair. Pourquoi? Parce que Linux peut faire des trucs que ton Windows ou ton macOS ne peut pas faire. D'accord? Et il y a des problèmes de dépendance, de compatibilité et tout ça. D'accord? Donc, encore une fois, je vous avais montré CSI Linux. C'est typiquement la distro que j'utiliserai pour faire de l'analyse forensique.